Alors du coup, merci à toutes et tous pour votre attention lors de cette première partie et cette projection. Et merci tout particulièrement du coup à Paul et Manour de l'association Unicité d'avoir bien voulu présenter ce premier temps. On va passer à du coup la partie conférence, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Pour ceux qui sont peut-être arrivés en retard, du coup moi je suis Laetitia, je suis directrice adjointe de l'association La Case. La Case qui est donc une association d'éducation populaire basée à Villiers-le-Bel. Nous, notre travail, c'est de faire de la sensibilisation, de la formation et également de l'accompagnement de projets dans 3 champs d'activité. Le premier, c'est l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le second, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et puis le troisième, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, comme je disais, on est basé à Villiers-le-Bel et donc on a un centre de ressources qui contient plus de 2000 références de livres, jeux, outils pédagogiques et expositions sur tous les sujets que j'ai évoqués précédemment. Et donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir pour cette conférence qui s'intitule Comment agir pour l'égalité de genre dans les pratiques sportives 4 intervenants et intervenantes. Je vais commencer à ma gauche donc avec Mout Nefer Diop qui représente du coup le Villiers-le-Bel Association Football Féminin qui a été fondée en août 2024 et qui compte une soixantaine d'adhérentes. Du coup, elle est licenciée depuis septembre 2024. Vous jouez au football depuis l'âge de 14 ans et vous avez joué dans plusieurs clubs, notamment le RC Saint-Denis, l'AS Sarcelles, le Paris FC et FC Red Star. C'est bien ça? On a ensuite Ayodele Ikwessan, donc une athlète olympique médaillée européenne qui est spécialiste du sprint. Elle est également élue adjointe au maire du 18e arrondissement de Paris, chargée de la santé et de la réduction des risques, et également membre de la commission des athlètes au Comité national olympique et sportif français et membre de l'Agence française de lutte contre le dopage. Merci d'être avec nous. On enchaîne avec Franck Benidio, qui est le président de l'association Respire, qui propose des cours de sport pour renforcer la confiance en soi. C'est également le créateur, le directeur et un entraîneur du club de futsal de Villiers-le-Bel, qui compte une section féminine senior. Il est également coach au club de boxe anglaise de Gonesse, coach sportif en remise en forme, coach sportif socio-éducatif auprès des jeunes en insertion. Très impressionnant, c'est aussi. Et puis enfin, on est en présence aujourd'hui de Alexis Rago, qui est responsable d'insertion pour l'association Sport dans la Ville. Sport dans la Ville, c'est une association nationale dont le siège est à Lyon, mais qui est également établie en Île-de-France, qui interviennent par exemple à Villiers-le-Bel, à Gonesse, à Sarcelles et ailleurs dans l'Île-de-France pour construire et rénover des terrains de sport dans les quartiers politiques de la ville. Et proposer aux jeunes des séances de sport gratuites et un accompagnement également à l'insertion et à l'orientation professionnelle. Et donc ils ont notamment un programme qui s'appelle Elle dans la ville, dont Alexis parlera peut-être un peu plus amplement pendant la conférence, qui vise du coup à favoriser la pratique du sport pour les filles. Très bien, c'est ça. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais laisser parler nos intervenants du coup. Donc on a axé cette conférence autour de 3 grandes questions qui visent toutes à répondre à notre problématique sur l'égalité de genre dans les pratiques sportives. Et donc, première question que je vous pose ce soir, selon vous, quels sont les plus grands obstacles à l'égalité dans les pratiques sportives? Est-ce qu'on peut peut-être commencer je sais pas, par sport dans la ville, si vous voulez bien? Je ne sais pas si on m'entend bien. Par rapport à cette question-là, donc en fait, sport dans la ville, du coup, nous, en fait, on propose des séances gratuites de sport. Donc en fait, on a des séances qui sont en mixité et des séances qui sont en non-mixité. On propose des séances de sport pour des enfants de 6 ans jusqu'à 17 ans et plus. Et donc en fait, on a des séances par type de tranche d'âge qui sont en mixité et des séances qui sont donc exclusivement féminines, où du coup, voilà, les filles peuvent venir aussi jouer que entre elles. Donc voilà, nous on est situé sur Villiers-le-Bel, Gonesse et Sarcelles. Donc sur tous nos terrains, en fait, on propose ces séances gratuites pour les jeunes. Donc par rapport à la question, donc nous en fait, on le voit un peu que sur les séances en fait qui sont exclusivement féminines déjà,
les séances en fait exclusivement féminines. On trouve que les filles en fait vont venir des fois plus facilement en fait, sur les terrains parce qu'elles connaissent une amie. En fait, il y a beaucoup plus aussi l'effet de groupe qu'on voit un peu moins parfois dans les jeunes garçons. Par exemple, les jeunes garçons, des fois, les familles en fait sont plus enclins à les faire venir jouer. Voilà, même si ils connaissent pas forcément du monde. Et je trouve que il y a une égalité aussi qui se fait aussi peut-être sur déjà par rapport à la vidéo qu'on a vue, oui, par rapport aux familles peut-être qui laissent moins des fois leur fille aller jouer toute seule si elles n'ont pas une amie ou une personne qu'ils connaissent. Déjà il y a un peu ce côté là aussi, je trouve, qui rentre en jeu dans la pratique du sport féminin. Du coup c'est vrai que nous on le voit en fait aussi vachement aussi par rapport aux questions d'âge. Donc nous en général les petites filles, enfin on va dire de 6 ans jusqu'à 10 ans, il y a beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de facilité à venir sur les séances de sport. Arrivé à l'adolescence, vers 11 ans et 14 ans, si on voit que des fois il y a aussi plus de préjugés peut-être. Il y en a, moi je le vois aussi parce que je trouve que des fois les filles qu'on accompagne aussi sont plus scolaires que les garçons. Et donc du coup des fois je trouve qu'il y a des filles qui laissent un peu le sport pour peut-être se concentrer plus sur la partie scolarité, alors que du coup les jeunes garçons, eux, vont peut-être plus continuer la pratique sportive à côté de leurs études. Ça c'est un constat que je fais un peu aussi sur l'égalité, enfin sur la pratique un peu sportive. Voilà, je trouve que c'est un peu les freins principaux. Je trouve qu'il y a ce côté un peu effet de groupe qui rentre en jeu, et le côté aussi des fois en lien voilà, avec l'adolescence, toutes les questions en lien avec l'adolescence, le corps, tout ça, qui fait que des fois il y a des égalités aussi par rapport à ça. Et véhiculé parfois, comme on a vu un peu sur la vidéo, ça peut être voilà, par des stéréotypes sociaux, que ce soit les familles ou voilà, les amis. Donc on le revoit aussi un peu sur les séances sportives, tout ce qui a été montré dans la vidéo. Est-ce que vous, peut-être, au club de football féminin à Villers-le-Bel, c'est quelque chose que vous observez, ou est-ce que vous voyez d'autres freins, peut-être, à la pratique sportive? Me concernant, je relèverai deux freins principaux. Il y a tout d'abord un frein, je dirais, psychologique, c'est-à-dire que les filles et les femmes doivent d'abord prendre conscience qu'elles peuvent pratiquer tout type de sport. Et une fois que ceci est réglé, il y a un aspect plutôt pratique, c'est-à-dire qu'il faut des clubs à disposition, que ce soit des clubs mixtes ou des clubs réservés aux pratiques physiques féminines. Et enfin, l'un va aussi très souvent avec l'autre, parce que si aucune fille n'est intéressée, le développement de ces clubs ne peut pas se faire. Et de la même façon, si aucun club n'est disponible et disposé pour les filles et les femmes, ces dernières aussi ne peuvent logiquement pas s'intéresser à ces différentes pratiques. Donc c'est sur ces deux aspects-là qu'il faut travailler, et notamment sur le premier, c'est quelque chose qui peut passer par l'école, par les professeurs, par les parents, la famille, mais aussi les amis. Et il faut vraiment faire ce travail, de leur faire comprendre en tout cas qu'elles peuvent pratiquer tout type de sport, à tout âge, à tout niveau, et les inciter fortement. Et c'est ce qui développera, c'est la demande en fait qui nous fera aboutir à plus d'offres dans ce domaine-là. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, si je peux rebondir, je pense que le lien entre école et sport, en fait, c'est pas tellement que les jeunes filles veulent pas continuer plus longtemps, c'est que c'est une pression supplémentaire que les jeunes filles peuvent avoir. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le fait de pouvoir trouver des lieux pour pratiquer.
il y a le fait aussi d'avoir des figures inspirantes aussi qui permettent de se dire que c'est un chemin possible. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que quand on n'a pas vu finalement autour de soi des femmes faire du sport ou des jeunes filles faire du sport, on va pas nécessairement penser à en faire aussi. Et puis, moi, je vais prendre aussi ma casquette de sportif de haut niveau. Il y a aussi les moyens qu'on va mettre aussi à disposition des publics féminins. On est très loin d'une égalité en termes de ressources financières. On est très loin en termes d'exposition médiatique. Et donc, c'est aussi des éléments qui sont des freins. D'autres freins aussi, mais peut-être qu'on aura l'occasion de poursuivre pendant tout le débat. On a très peu d'encadrement féminin et ça joue aussi, donc très peu d'encadrement, que ce soit en termes d'entraîneurs, en termes de directeurs de clubs, de présidents de clubs et autres qui font que finalement ça incite moins aussi à faire du sport et à se sentir dans un environnement favorable. Je trouve que la vidéo, en tout cas, elle montre pas mal de choses à la fois sur les obstacles qu'on peut avoir de par le regard que la société porte sur la pratique du sport et aussi le regard qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que femmes sportives parce qu'il y a aussi le regard sur le corps, il y a l'accompagnement de la jeune fille qui devient une jeune femme et qui va commencer à avoir ses règles, qui va se poser des questions sur son corps et comment est-ce qu'elle est accompagnée sur ces aspects-là. Et puis un peu les clichés, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a ce côté de passer du temps ensemble, de s'épanouir, et quelque part de toujours se justifier, de pouvoir se retrouver là où on ne pose pas du tout la question à un public masculin. Donc il y a un certain nombre d'obstacles aujourd'hui qui sont quand même très présents. Il y a des choses qui évoluent, mais c'est vrai que c'est important de continuer aussi à avoir ce type d'événement pour en parler et justement, je pense, déconstruire aussi les préjugés et les stéréotypes qu'on peut avoir dans notre société par rapport au sport féminin. Merci pour cette intervention. Franck, vous coachez du coup pas mal dans différents types de sports, différents clubs. Est-ce que ça fait écho aussi à ce que vous remarquez sur les parcours des filles qui pratiquent aussi bien peut-être le futsal que la boxe? Bonsoir. Pour répondre à la question, oui, effectivement, tout ce qui a été dit là par mes collègues, c'est une réalité. Après, moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui fait, pour moi, le plus gros frein, c'est surtout la visibilité. Comme le disait, excusez-moi, j'ai oublié le prénom. Ayodele. Ayodele. Aujourd'hui, on ne met pas assez de femmes en lumière. Surtout, je parlais de la ville de Villers-Belle, on a beaucoup de femmes sportives qui ont réussi, que ce soit en athlétisme, que ce soit au karaté, dans d'autres disciplines. Mais aujourd'hui, on ne les a pas mis en valeur. Donc comment voulez-vous que nos jeunes filles, issues de ces mêmes quartiers, qui ont à peu près le même parcours, puissent se retrouver? Quand vous regardez les garçons aujourd'hui, vous avez Mike Maignan, vous avez Axel Dissassi, donc c'est les petits jeunes, ils ont des figures. Ils se disent, ah, j'étais son voisin. Donc si lui il a réussi, moi je peux réussir. Mais aujourd'hui, ces filles-là n'ont pas de jeunes femmes qui sont passées par où elles sont passées actuellement et qui ont réussi, que ce soit même dans le domaine professionnel, dans la création d'entreprises, dans tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un gros frein. Et pour moi, le vrai réglage, ça part d'en haut. Si l'État met les moyens, parce que nous, à notre petite échelle, on peut faire tout ce qu'on peut, que ce soit les associations, que ce soit les mairies, les villes, on peut tout mettre en place, faire des conférences. Mais si là-haut, ils ne nous accompagnent pas, ils ne nous soutiennent pas, ça sera toujours la même chose, même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc pour moi, le premier frein, il est là. Une fois que déjà, on commencera à mettre des choses en place, mettre des professionnels qui ont réussi dans le sport, même dans l'activité sociale, en valeur, des figures, des femmes qui seront porteuses de voix, là, on aura fait un pas. Et après, il faut travailler sur la confiance, l'estime de soi. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse manque d'estime, manque de confiance. Et le problème, il est là. Pour moi, ce sont les deux plus gros problèmes, où il faut qu'on travaille vraiment en profondeur. Et après, à partir de là,
on pourra commencer à travailler sur les autres thématiques. Merci beaucoup. Effectivement, la question de la représentation, je pense, c'est quelque chose de très important, aussi bien dans le sport d'ailleurs que dans tout autre domaine. En fait, dès qu'on voit des personnes auxquelles on s'identifie, on se dit que c'est possible et qu'elles ont ce même parcours auquel on peut s'accrocher. Et du coup, ça fait une parfaite transition avec ma question suivante. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que vous aussi, dans l'audience, vous pouvez poser des questions. Il y a un numéro de téléphone ici. Et si vous avez des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde sur scène, il y aura un temps d'échange évidemment prévu à la fin de la conférence. Mais si vous avez des questions que vous pensez pressantes et qui vous semblent pertinentes au vu des échanges qu'on a ici sur scène, n'hésitez pas à les envoyer et puis je les poserai à nos intervenants. Et donc ma seconde question était du coup, effectivement, comment, parce qu'on parle de représentation, on sait que les médias ont un rôle à jouer dans la représentation du sport féminin et du sport tout court. Comment vous pensez que les médias influencent la perception des athlètes, et en particulier des athlètes féminins, dans le sport? Est-ce que c'est quelque chose peut-être au niveau très local que vous observez? Enfin, est-ce que vous trouvez que les médias ont un rôle à jouer dans la représentation des athlètes? Oui, c'est clair que les médias ont un rôle à jouer, parce que c'est de là que part en fait la confiance en fait, et c'est ce qui favorise en fait le sentiment de légitimité chez les jeunes filles et chez les femmes, et enfin voir en fait d'autres personnes pratiquer les mêmes sports à la télévision par exemple, c'est quelque chose qui donne tout de suite de la confiance et qui donne envie en fait de pratiquer, de faire en fait différents types de sports à nos jeunes filles. C'est important de donner l'exemple. On ne voit pas forcément l'exemple dans notre entourage ou dans notre ville, etc. Mais justement, les médias en fait devraient justement plus s'investir sur la visibilité des différents sports féminins, et c'est par là que les gens s'y intéresseront, indépendamment du fait que pour l'instant ça rapporte pas beaucoup, raison pour laquelle c'est pas très souvent diffusé, mais il faut aussi peut-être voir dans l'autre sens et se dire que c'est en diffusant que les gens vont au fur et à mesure s'y habituer et surtout s'y intéresser. On a eu un petit peu l'exemple pendant les récents Jeux Olympiques, où on s'est tous retrouvés à regarder du tennis de table ou autre chose, qui sont des sports qui peuvent peut-être au quotidien ne pas nous intéresser, mais là tout le monde s'y est intéressé. Pourtant c'est des choses qui ne sont pas diffusées en temps normal sur des chaînes classiques, donc c'est comme ça qu'il faut peut-être voir la chose, en diffusant d'abord pour que le maximum de gens s'y intéressent, pour qu'il y ait plus de pratiquantes, et enfin que ce soit aussi quelque chose qui rapporte autant pour les différents médias qu'aux différentes athlètes et pratiquantes. Je vais laisser la parole à Yodélé qui me semblait pas tout à fait d'accord. Et on sait que dans le sport, notamment de haut niveau, les médias ont un rôle important à jouer. Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça c'est aussi une perception, c'est de se dire que s'il n'y a pas suffisamment de sport féminin à la télé, c'est parce que ça vend moins et que ça rapporte moins. En fait, la réalité, c'est que lorsque on a eu la Coupe du Monde de foot, eh bien, ça a été très suivi, les stades étaient remplis. En termes on va dire, de bénéfices, c'était quand même très, très positif aussi. Et donc ça, c'est un peu une justification que les médias mettent en scène, en disant que finalement, s'il n'y a pas suffisamment de sport féminin à la télé, c'est parce que ça leur coûte trop cher et que ça n'intéresse personne. La réalité, c'est que ça l'est pas, en tout cas, c'est pas prouvé par des chiffres, et que par contre, on sait qu'il y a un vrai écart entre le sport masculin qui est diffusé par rapport au sport féminin, et donc c'est aussi déconstruire tout ça. Aujourd'hui, montrer à l'ensemble de la population des championnats du sport féminin, que ce soit dans le foot et dans d'autres sports aussi, et finalement, c'est aussi important
important et c'est comme ça qu'on va aussi adresser les sujets d'égalité salariale, parce qu'en fait, moins on voit de sport féminin, moins ça intéresse les sponsors, moins il y a de moyens financiers pour le sport féminin, et donc c'est un cercle vicieux qui fait qu'on va se retrouver toujours dans cette situation où les sportifs n'ont pas les moyens de vivre de leur sport, alors que c'est un métier comme les homologues masculins. Donc ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels il faut continuer à se battre, à savoir donc la médiatisation du sport féminin. C'est aussi déconstruire les préjugés, notamment sur le fait que le sport féminin, c'est moins rapide, c'est moins technique, c'est moins ci, c'est moins ça. Et d'expliquer, comme ça a été dit aussi par mon voisin, de dire effectivement il faut valoriser le parcours de ces sportives et expliquer aussi à monsieur, madame, tout le monde qu'on ne va pas aussi vite que des championnes. Par exemple, il y a toujours le débat sur Kylian Mbappé pour savoir si il court plus vite que n'importe quelle fille parce que c'est Kylian Mbappé. Et en fait, c'est de rappeler que en fait, non, Kylian Mbappé, il ne serait pas en finale des championnats du monde sur le 100 mètres féminin parce qu'il va moins vite, tout simplement, même s'il donne l'impression d'être très rapide et qu'il est peut-être plus rapide que beaucoup d'homologues masculins. Et c'est aussi donc de raconter ces réussites sportives avec un regard, je pense, différent. Donc ça, c'est vraiment important. Je suis d'accord en partie sur ce qui a été dit par Franck, si je ne me trompe pas, oui, sur le fait qu'effectivement, il faut plus de moyens pour le sport féminin, et ça, c'est indéniable. Par contre, je pense que tout le monde, à son échelle, a son rôle à jouer, notamment sur la valorisation. Moi, je me suis quand même entraînée très longtemps avec Myriam Soumaré qui vient de Villiers-le-Bel, qui est championne d'Europe, qui a été multi-championne médaillée européenne, qui a fait 2 fois ou 3 fois les JO, et qui est une figure importante aussi de ce territoire. Et donc malheureusement, quand les sportives ne sont pas valorisées, ça ne donne pas non plus, on va dire, de modèle à d'autres sportives beaucoup plus jeunes. Et donc il y a tout un travail aussi, tout un récit à construire, parce que on sait généralement très facilement quels sont les sportifs masculins qui ont commencé le sport dans le quartier. Voilà, ça c'est très très simple. Par contre, quand on parle d'une athlète ou d'une sportive, c'est toujours oui, bon, c'était pas si extraordinaire, et je pense que ça aussi c'est important de le rectifier à chaque fois qu'on l'entend, et ne serait-ce que d'expliquer, parfois peut-être de faire des actions de sport peut-être mixtes, pour montrer aussi aux garçons que même s'ils ont l'impression que les filles sont pas rapides, les filles sont pas techniques, les filles sont pas fortes, et bien que non, en fait, il y a différents niveaux, et qu'ils seraient très surpris. Merci beaucoup pour cet ajout. Alexis, vous proposez dans le cadre de votre association aussi des séances mixtes. Est-ce que c'est des stéréotypes, ce que Ayodele a dit, que vous voyez, que vous entendez dans les pratiques sportives? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous pensez que ça influence effectivement la pratique des filles sur le terrain? Alors, la question c'est, du coup, la mixité, est-ce que... Est-ce que vous voyez les préjugés que Ayodele mentionnait sur les filles les garçons pensent forcément que les filles sont moins rapides? Ouais, c'est vrai. Bref, nous, on a le programme donc, Elle dans la ville. Donc le programme Elle dans la ville, en fait, dès qu'une fille est inscrite dans l'association, elle fait partie du programme Elle dans la ville, qui lui permet d'avoir donc des activités exclusivement donc féminines. Donc du coup, que ce soit dans la pratique sportive ou que ce soit dans l'accompagnement à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Et du coup, en fait, ça me fait aussi penser un peu à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. En fait, je trouve que dans les clubs sportifs, c'est vrai qu'en fait, finalement, il y a aussi un peu ces stéréotypes de genre, parce que du coup, en fait, on n'a pas peu de clubs. Par exemple, on a toujours la pratique féminine ou la pratique, le foot féminin, le foot masculin, le rugby féminin, le rugby masculin. On n'a pas de rugby mixte et du coup, je trouve que ce stéréotype de genre aussi, il est véhiculé des fois même, je trouve, par la pratique sportive, parce qu'en fait, il y a quand même aussi un cloisonnement aussi, je trouve, comment dire, pas un cloisonnement, mais une séparation aussi des fois de la pratique en fait par rapport au genre déjà qui se fait même au sein des clubs. Donc du coup, nous en fait, ce qu'on remarque avec Sport dans la ville, du coup, c'est que en fait, quand on fait des séances de sport, en fait, des fois les filles, en fait, elles viennent exclusivement sur les séances féminines au départ, et puis après, elles restent un peu sur le terrain et commencent à jouer avec les garçons, elles voient qu'elles ont le même niveau que les garçons voient qu'elles ont le même niveau qu'eux. Et du coup, ça les pousse à continuer à jouer. Là, je prends un exemple très bête qu'on a eu la semaine dernière. On avait un tournoi de foot avec une entreprise partenaire.
Et du coup, on avait monté une équipe de foot pour ce tournoi-là avec une fille du coup dans une équipe de 5-6 garçons. Au départ, les 5-6 garçons, voilà, c'était du foot en 5, il l'avait mis sur le banc, elle est rentrée, elle a mis la misère à tout le monde. Et du coup, après, il ne voulait plus la faire sortir. Donc voilà, ça passe par là, en fait, ça passe par des... Et puis, ouais, c'est ça qui est rigolo, enfin, pas rigolo, qui est un peu triste et rigolo, mais c'est un peu de voir que, en fait, ouais, dès que si c'est pas visible, en fait, là, parce que du coup, voilà, tant qu'ils l'ont vu pas jouer, ils l'ont jugé sur son apparence, et puis après, voilà, c'était ah oui, finalement, c'est bon, c'est notre égal, en fait, elle est meilleure que nous. Donc, ouais, en fait, je trouve que ça passe par, du coup, voilà, favoriser des pratiques qui peuvent être, voilà, que pour les femmes, peut-être pour leur permettre au départ, peut-être, je sais pas, être entre elles, mais c'est vrai qu'après, je trouve que ça passe aussi par favoriser la mixité aussi au sein des séances sportives pour se rendre compte, en fait, que oui, en fait, elles sont aussi fortes que les garçons, et ça, c'est vrai que du coup, je trouve dans la logique de club, peut-être qu'il y a un peu moins, je sais pas si du coup dans les... Moi, j'avoue que j'ai pas une grande carrière sportive, donc j'ai pas fait beaucoup de sport dans ma vie, mais oui, je trouve que on essaye en tout cas, nous, au sein de Sport dans la ville, de faire des activités qui sont essentiellement pour les filles, mais après de favoriser quand même la mixité. Mais les stéréotypes de genre, oui, on le voit beaucoup quand on fait des activités. Là, on a fait une activité sur la masculinité, l'image de la pop culture par rapport à la masculinité et la féminité. En fait, il y a encore des stéréotypes, comme on a vu sur la vidéo, sur oui, les filles c'est fragile, les filles ça doit prendre soin de soi, les stéréotypes qui étaient un peu relayés dans les vidéos, on les entend toujours. Donc oui, il y a encore du travail dans le côté éducation, mais oui, moi je dirais qu'en fait dans nos pratiques, en tout cas dans les pratiques associatives, je pense que c'est important de donner la parole aux femmes, mais que ce soit des conférences en fait qui soient en mixité pour que voilà, que ce soit les garçons aussi qui s'emparent aussi de cette thématique-là, que ce soit pas juste un sujet qui soit juste féminin. Franck, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette question? Pas d'obligation. C'était pour vous laisser la parole. Oui, non. Allô? Allô? Pour ajouter, moi en ce qui me concerne dans tous les sports que je propose, que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le foot en salle, que ce soit les coachings personnalisés ou en groupe, je favorise justement la mixité pour essayer de casser ce mindset qui nous a été, on va dire, inculqué depuis la nuit des temps, que voilà, l'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme ne peut pas faire tel sport, l'homme ne peut pas faire telle chose, notamment quand je fais mes reprises de saison au foot, je fais la reprise, la préparation, garçon-fille, en même temps. C'est-à-dire footing, on va en même temps, les pompes, on les fait ensemble, et ça se passe très bien. Et je pense qu'à un moment donné, nous, acteurs, on doit amener, comme le disait Alexis, à cette mixité-là. Et non pas c'est des filles, donc elles ne pourront pas faire. Non, les filles peuvent faire. Mais après, ça dépend comment vous les motivez dans la séance. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de coachs ou d'entraîneurs qui, dès que la fille va faire, on va lui demander par exemple 30 abdos, elle va en faire que 10, elle va lâcher, il va lui dire non, c'est bon, tu sais pas faire. Alors qu'il y a une manière d'amener la personne pour qu'elle puisse arriver à l'objectif. Tout dépend de votre pédagogie, tout dépend de... Voilà, moi je te suis, je suis là, je te dis, allez, tu m'en fais 5. Une fois que tu en as fait 5, je t'en rajoute une à chaque fois. Quand tu arrives à 10, après, au bout du final, on arrive à 30, tu vois, tu les as fait. Là, c'est un travail psychologique. Et je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. C'est comme au foot en salle. Chez les babies, parce que je fais les babies à partir de 4 ans, parce que pour moi, j'estime que c'est à partir de cet âge-là qu'il faut leur apporter les valeurs et les principes. Donc, je mélange.
Voilà. On travaille sur le respect de l'un et de l'autre, de l'individu, le respect de soi, l'estime de soi, la confiance, le savoir vivre ensemble et l'épanouissement. Et je pense que c'est important pour justement casser ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est cette problématique qui dure depuis la nuit des temps à tous les niveaux. Je pense que c'est important. Nous, d'abord, devons être les premiers acteurs. Et après, peut-être que, à force, aujourd'hui c'est 1, demain 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 associations. Après, je pense qu'au niveau de l'État, si 30 associations viennent dans le bureau, tapent et disent non, voilà, on veut changer les choses vont changer. Mais si c'est une aujourd'hui, 2 demain, 3 demain, on ne changera rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question? On peut passer à la suite, si ça vous va. Du coup, on avait donc une seconde question sur vous en tant que club sportif et puis Ayodele en tant qu'athlète. Comment vous agissez à votre niveau? Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos structures pour répondre au constat qu'on a établi? Donc, effectivement, aujourd'hui, on a une pratique du sport qui est peut-être inéquitable ou en tout cas qui est pas la même pour les filles et les garçons. Est-ce que vous avez des choses concrètes que vous amenez dans vos clubs ou en tant que porte-parole athlète pour répondre à ces constats? Du coup, concernant notre club, donc le VAF, le président a la volonté dans les semaines à venir de mettre en place en fait une journée porte ouverte qui sera donc destinée aux jeunes filles, aux femmes et aussi aux parents. Et par cette initiative, le but c'est aussi de premièrement donner cette légitimité justement qui manque à certaines jeunes filles et également montrer en fait aux parents qui peuvent parfois représenter un frein que c'est tout à fait possible pour leurs filles de pratiquer le football. Et enfin, aux autres personnes, aux autres jeunes garçons qui devraient aussi être présents, c'est de leur montrer aussi que les jeunes filles peuvent tout à fait jouer au foot et avoir de grandes qualités. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place dans les prochaines semaines et qu'on l'espère sera un succès et permettra à plein de jeunes filles de nous rejoindre à partir de la saison prochaine. Alors moi, du coup, c'est pas au niveau du club en particulier, mais donc moi, je suis assez engagée, notamment à la fois à la commission des athlètes du comité olympique, mais aussi localement. Donc c'est vrai que je prends beaucoup la parole sur ces différents sujets. J'ai beaucoup pris la parole notamment aussi sur les sujets de représentativité et le fait d'avoir des athlètes dans les instances dans nos fédérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les athlètes étaient quand même peu sollicités sur les décisions de la fédération, ce qui paraît assez lunaire vu qu'on est sur des fédérations sportives. Et donc on a apporté, notamment dans le cadre de la loi démocratiser le sport en France, une demande, c'est-à-dire créer des commissions d'athlètes de haut niveau dans toutes les fédérations délégataires, donc toutes celles qui sont amenées à organiser des compétitions, notamment nationales mais aussi internationales, pour que l'on puisse voter et donc participer à la vie de cette fédération. Et donc ça, c'est un premier point qui permet aussi de créer une passerelle beaucoup plus claire et facile entre les sportifs et les dirigeants, parce que je pense que vous en doutez un peu, mais il y a quand même une grosse différence entre la diversité qu'on peut avoir sur le terrain et puis le profil de nos dirigeants. Donc ça, c'est, je dirais, une première réalisation assez concrète. Après, c'est effectivement de se battre sur ces différents sujets, donc notamment sur la précarité des athlètes. Moi, je viens d'un sport amateur, donc dit amateur, où on est des travailleurs pauvres, donc on s'entraîne comme des pros, mais sans moyens financiers essentiellement. Et donc, c'est se battre aussi pour qu'on ait plus d'égalité en termes de sponsors. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, les sponsors
sponsors, ils vont plus facilement rémunérer des garçons de manière conséquente, plus que les filles. Les critères qui vont être mis en avant pour un garçon vont être essentiellement sur la performance, alors que pour la fille et les jeunes femmes, ça va être la performance et le physique. Donc si plus vous êtes jolie, plus vous avez de chance aussi d'avoir un sponsor. C'est aussi de parler des sujets féminins, notamment les règles, les sujets gynécologiques, la maternité. C'est un sujet dont on commence à entendre parler, mais qu'on n'a pas parlé, dont on ne parlait pas jusqu'à présent, parce que quand on devient maman, on sort complètement du circuit. Ça a été dit, quand on est adolescente, on a une grosse perte aussi du public féminin, parce que pas d'accompagnement, parce que les encadrants ne sont pas suffisamment formés, parce que quand les jeunes filles vont avoir leurs règles, on va prendre ça pour du caprice, alors qu'en fait ça s'accompagne. On peut très bien adapter aussi les entraînements pour ne pas perdre les filles de ce public-là. Et quand les jeunes femmes deviennent mamans, pareil pour les coachs, ça devient une problématique, parce que en fait, il faut qu'on s'occupe de notre enfant et il faut qu'on arrête la pratique sportive. Et donc, moi, j'essaye aussi de militer sur ce sujet-là, en disant qu'en fait, on a le droit d'être une femme et d'être maman. On a le droit de prendre du temps, et ça s'accompagne. Le fait d'avoir des douleurs post-maternité, ce n'est pas normal. Donc il faut insister notamment sur la rééducation du périnée, la rééducation abdominale. Et ce n'est pas égoïste d'avoir des objectifs en tant que femme, même quand on est maman. Je dirais que c'est continuer en tout cas à sensibiliser sur tous ces sujets-là. Je parlais aussi de formation. C'est un vrai sujet, notamment d'avoir des encadrants, des femmes dans l'encadrement, pour mieux accompagner, pour que ces sujets-là ne soient pas mis de côté, ne soient pas évacués. Et donc ça aussi, c'est un combat qu'on mène, qu'il y ait plus de parité à la fois dans toutes les instances de fédération, dans les instances, que ce soit au comité olympique, dans les fédérations, dans les clubs, et qu'on ait de plus en plus de femmes aussi à des postes clés. Parce que on en parle peu, mais il y a un plafond de verre qui est très fort aussi pour les femmes dans ces postes-là, et ça a aussi un impact sur la pratique des femmes. Et peut-être pour conclure, sur la parité, on en a parlé un peu sur les Jeux Olympiques, Paralympiques, qui étaient les premiers jeux presque paritaires, hein. On n'est toujours pas à la parité, mais c'est de se dire que c'est issu d'une lutte, ça ne s'est pas fait tout seul. On parle beaucoup du baron Pierre de Coubertin, on parle très peu d'Alice Mia, qui a créé les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922, qui s'est battue contre tous ces hommes qui disaient que c'était inesthétique de faire du sport pour les femmes, que ça générait des malformations pour les enfants. Qui est morte complètement dans l'oubli. Et donc c'est aussi d'insister sur le fait que tout ce qu'on a pu obtenir dans le sport ou même dans la société, ça c'est issu de combats. Ça s'est pas fait tout seul. Merci pour cette intervention. Du coup, je reviens sur la question. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place dans vos clubs ? Nous, au sein de Sport dans la ville, ce qu'on essaie de mettre en place déjà, c'est de lutter contre des stéréotypes, par exemple, de freins qui peuvent être financiers déjà, parce que du coup, les séances qu'on propose, elles sont gratuites, donc du coup, on essaye de lutter déjà contre cette précarité-là qui peut être peut-être que pas fort, je sais pas si moi c'est pas vraiment un exemple que j'ai, mais du coup peut-être de lutter contre des stéréotypes, on peut se dire mon petit garçon il va faire du foot, mais en fait si la sœur elle veut faire du foot, il n'y a pas de différence, elle peut venir aussi bien sur nos terrains, il n'y a pas de frein du coup qui soit financier. Aussi là par exemple pour la journée internationale des droits des femmes, du coup on a fait la fête de l'égalité aussi, justement pour essayer de mettre en place des conférences, aussi des ateliers pour donner la parole à des femmes qui ont des postes à responsabilité, qui ont une carrière dans le domaine du sport, et du coup favoriser aussi, comme on en a parlé pas mal, la médiatisation et tout ce qui est rôle modèle effectivement pour que les jeunes femmes puissent s'identifier.
Par exemple, nous, moi, je fais partie à Centre de sport dans la ville. En fait, on finance des formations. Par exemple, on finance le BAFA. Le BAFA, donc c'est pour devenir animatrice ou animateur dans des centres de loisirs. On le finance pour des jeunes qui sont inscrits dans notre association. Du coup, nous, en fait, par exemple, on a un projet au sein de Sport dans la ville qui est le projet Confiance et Leadership. C'est un projet, en fait, exclusivement aussi, du coup, pour les filles. C'est un peu les ambassadrices, du coup, qui sont venues sur nos terrains, qui, après, voilà, ont rejoint nos programmes d'accompagnement plutôt sur l'orientation et l'insertion professionnelle. Et du coup, on parlait de l'encadrement et de la professionnalisation des métiers du sport par rapport au public féminin. Effectivement, nous, par exemple, on a des cours de cardio-boxing, on a des cours de danse, on a des séances de foot. C'est très difficile d'avoir des éducatrices féminines, bien qu'on aimerait en avoir plus, et on constate encore que voilà, il y a un manque de professionnalisation. Donc du coup, bon, bah, on essaye à notre échelle de favoriser aussi cette professionnalisation par des BAFA. Il y a plus de filles là, qui sont sur le projet BAFA cette année. Voilà, on essaie de développer des projets par rapport au BPGEPS aussi pour qu'elles puissent devenir coach sportive et favoriser aussi voilà, la professionnalisation des femmes dans le métier du sport. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire à notre échelle. Et voilà, aussi lutter. Je prends aussi des fois des freins qui peuvent être religieux aussi. Voilà, on a souvent des freins, peut-être par rapport au port du voile. Le port du voile, voilà, les jeunes peuvent venir aussi avec leur voile, voilà, peu importe leur signe religieux. Voilà, on n'est pas à l'école nationale. Donc voilà, elles peuvent venir, peu importe voilà, leur religion, leur appartenance, leur origine, leur orientation sexuelle, peu importe, il n'y a pas de discrimination qui est faite sur les terrains de sport par rapport à ça. Donc voilà, on essaie de lutter à notre échelle par rapport à ça. Je me permets juste de rajouter avant de passer la parole à Franck. Effectivement, cette question du port du voile, quand on a préparé la conférence, en fait, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de fédérations, c'était interdit, et donc que ça pouvait être un frein aussi à la pratique sportive. Franck, vous, du coup, au sein de vos multiples clubs et associations, est-ce que vous portez des initiatives pour favoriser une pratique égalitaire du sport ? Bah, sur ce sujet-là, c'est surtout avec l'association Respire, dont je suis le président. Donc l'association Respire, donc en fait chaque lettre a une signification. Donc la première lettre, le R, qui signifie la résilience, le E qui signifie l'espoir, le S qui signifie la sérénité, le P qui signifie le physique, donc à travers le sport, le I qui signifie l'insertion, pour se réinsérer dans la vie, dans le sport, dans tout. Le R qui signifie la réussite, et le E pour la finalité de toutes ces définitions qui signifie l'épanouissement. Voilà, donc avec cette association, là on travaille en collaboration avec l'association ONU Femmes. On essaie de mettre justement pas mal d'actions en place. Bon, je ne dirai pas encore ce que c'est, mais c'est en cours. Donc là, on est en train de mettre pas mal de choses en place justement pour travailler sur l'image de la femme, sur sa place dans la société, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans la perception des hommes. Et après, à côté de ça, avec Respire, on est en train de travailler sur une grande infocall où on va essayer de sensibiliser les femmes et les parents sur le sport et les bienfaits sur la santé. Donc on va faire intervenir des infirmières, des médecins qui vont expliquer voilà, pourquoi c'est important qu'une femme, comme un homme, hein, doit faire du sport. Surtout une femme quand elle est enceinte ou quand elle a ses périodes de règles, c'est important. C'est important pour son épanouissement, pour une grossesse, pour une bonne grossesse, même pour le mental. Donc on essaie de travailler tout ça à travers plein d'ateliers, l'estime de soi, la confiance en soi. On va travailler aussi autour de la mode. Donc pour essayer de changer un peu les stéréotypes aussi de ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Pour intégrer la mode, il faut mesurer 1m80, il faut peser, non. On va essayer de monter, c'est un projet qu'on avait déjà fait il y a 10-15 ans.
On va essayer de montrer qu'aujourd'hui, être mannequin, c'est quoi? C'est savoir porter un vêtement, mais le faire vivre. C'est pas le vêtement qui nous fait vivre, c'est nous qui le faisons vivre, même avec nos formes, même avec nos tailles, même avec nos différences physiques. Mais c'est le charisme. Mais comment on peut travailler dessus? Donc avec des mannequins, à travers des séances de théâtre aussi, c'est important pour libérer la parole. Donc voilà un peu comment on va essayer de travailler sur tout ça pour essayer de briser un peu tout ça et qu'aujourd'hui on puisse trouver un équilibre dans tous les domaines entre l'homme et la femme. Qu'on arrête de dire que voilà, la femme ne peut pas avoir accès à ça et que c'est toujours l'homme qui doit toujours être au-dessus, que la femme aussi a sa place dans cette société, que la femme aussi a sa place dans certaines activités et qu'elle a tout simplement sa place dans ce monde. Tout simplement. Et c'est l'avenir de nos enfants. J'ai des filles et je veux que mes filles grandissent dans un avenir comme ça. Voilà. C'est ce qu'on espère. Du coup, c'est pas venu dans la discussion, mais enfin, c'est pas venu aussi, c'est quand même la base de notre sujet, mais on a vu aussi de plus en plus dans le sport la parole se libérer sur les discriminations et notamment les violences aussi auxquelles font face les femmes dans leurs pratiques sportives. Est-ce que vous, en tant que club ou athlète, vous pensez comment on peut lutter en fait contre les discriminations et les violences dans le milieu sportif? Il y avait la question peut-être d'avoir des entraîneuses féminines, mais pas que. Enfin, on ne peut pas évidemment se limiter à ça. Est-ce que vous avez des pistes d'action ou d'initiatives que vous avez pu rencontrer dans vos vies professionnelles et associatives? Moi, je la parole. Vous battez pas. Sur ce sujet-là, il y a plein de choses à mettre en place. On peut tout mettre en place. Mais pour ma part, je pense que ça part de l'humain. Voilà. Quand on est coach, qu'on gère des filles, pour éviter tout problème, il y a une posture à avoir. Il y a une posture à avoir, il y a des limites à ne pas franchir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ou même dans les groupes, qui franchissent les limites. Et voilà pourquoi les choses se passent comme ça. Alors moi, je pense que ça passe aussi par plusieurs choses. La libération de la parole. C'est vrai qu'on entend de plus en plus d'athlètes s'exprimer et de se rendre compte que, enfin, on se rend compte que c'est un sujet qui a quand même longtemps été caché, dissimulé, et que c'est important d'en parler et en tout cas de croire aussi les victimes. Donc ça, c'est peut-être une des premières actions. Une autre action, ce serait aussi de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Je pense que dans le sport, on a longtemps pensé que c'était un peu un cadre, on va dire, assez safe avec l'absence d'abus. Et en fait, on se rend compte que malheureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui ne se font pas et qui n'étaient pas conscientisées par les athlètes. Je pense qu'il y a aussi une vigilance et former les parents. Moi, je dis que c'est quand même intéressant et important que les parents puissent venir et suivre les enfants. Parce que dans le sport, en fait, on est quand même très jeune avec des entraîneurs, des présidents de clubs. Et voilà, on peut commencer par de la gymnastique. On a moins de 10 ans, on peut avoir 15 ans. Et donc, on peut facilement faire confiance à des personnes qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est important aussi que les parents puissent accompagner le plus possible leurs enfants.
Ça ne veut pas dire que ça empêche tout, hein. On a des cas malheureusement où les parents sont là et ça se passe dans les vestiaires et ça se passe très rapidement, mais je pense que le fait que les parents soient à proximité, qu'il y ait aussi un lien de confiance entre les enfants et les parents pour qu'ils puissent raconter comment ça se passe et puissent aussi poser des questions sur tiens, je me suis retrouvée dans telle situation, est-ce que c'est normal, pas normal? Je pense que ça c'est très très important. Donc il y a de plus en plus de sensibilisation, mais c'est vrai que je pense que... Et puis après, il y a aussi aujourd'hui, en tout cas, une vérification du casier judiciaire qui se fait plus que par le passé. Mais il me semble que le fait que la parole se libère, ça aidera à éviter tout ça. Et d'avoir des parents qui suivent les enfants, c'est aussi des éléments qui permettraient de protéger. Et ça a été dit, hein, former des éducateurs, former les éducateurs, mettre les barrières. Je pense que malheureusement, on a quand même plein de choses qui ressortent, à savoir par exemple des entraîneurs qui étaient très gentils, qui prenaient des enfants très gentils entre guillemets, et qui prenaient des enfants pour les héberger sur les week-ends et autres, avec des cas de violence très forts. Je pense que ça permet de se dire que le sport n'est pas épargné par les violences sexistes et sexuelles, malheureusement, et qu'il faut s'y intéresser, il faut suivre comment l'enfant est accompagné, comment l'entraîneur ou l'entraîneuse peuvent se comporter vis-à-vis de son enfant, et surtout libérer la parole un maximum pour que ce soit pour qu'on puisse réagir assez rapidement dès qu'on identifie un cas possible de violence dans un club ou dans n'importe quelle structure. Est-ce que vous savez, si dans vos fédérations respectives, il y a des processus ou des procédures en tout cas qui sont en place pour signaler ce genre de violence? Alors, moi je sais qu'il y a une procédure, notamment par le ministère, mais en fait jusqu'à présent, ça avait quand même du mal à remonter. Il y a quand même eu des cas où des personnes ont remonté des cas de violence et personne ne les a crues, où elles ont été sanctionnées. Des personnes qui ont arrêté de faire du sport tout simplement parce que en fait, vous êtes en train d'accuser un entraîneur qui en fait a des fonctions au sein de la fédération et que de facto on le croit plus que vous. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez insatisfaisant. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ces sujets pour qu'on puisse aussi mesurer l'ampleur du phénomène et que quelque part les fédérations ne puissent pas un peu étouffer certaines affaires en mutant des personnes, parce que là par exemple sur les cas d'entraîneurs, il est possible que des entraîneurs, ça s'est produit par le passé, qu'il y ait des entraîneurs qui changent de région pour justement repartir un peu à zéro, sans contexte. Et donc ça, il y a vraiment quelque chose à faire sur le suivi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un qui reconnu de faits de violence sexiste sexuelle en Île-de-France puisse se balader impunément en Hauts-de-France ou dans le Sud, parce qu'en fait, les gens n'ont pas connaissance de son passé. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer, et les prises de parole, elles vont permettre aussi que ça puisse se faire. Dans les autres fédérations, je sais pas. J'ai fait un peu la question de départ. La question de départ, c'était comment on peut lutter contre les discriminations et les violences dans le sport, notamment en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Est-ce qu'il y a des procédures dans vos structures, ou est-ce qu'en tout cas il y a des choses qui sont mises en place pour... Alors, on a une commission un peu qui est formée un peu sur tout ce qui est protection de l'enfance. Donc si jamais il y a des cas de violence ou de choses comme ça, effectivement on est en lien avec des associations qui sont plus spécialisées sur ces thématiques. Après pour l'instant nous, heureusement, pour l'instant depuis que je suis arrivé, heureusement, j'espère que ça sera pas dans 10 ans, mais heureusement pour l'instant nous on n'a pas eu de cas de violence sur nos terrains. Après, des fois, on a des cas ça peut nous arriver peut-être de voir des cas de violence dû à harcèlement scolaire ou des choses comme ça. On essaie de faire le lien après avec des familles, avec
avec des associations aussi sur ce sujet-là. Après, je pense que, bon, de toute façon, là, je pense que c'est aussi beaucoup lié à la confiance que les jeunes peuvent avoir avec les éducateurs. Déjà, je pense que c'est pas des choses qu'on raconte facilement. Donc, si jamais voilà, il y a ces cas-là qui sont exposés, voilà, je pense que ça passe par les liens avec les éducateurs et puis la confiance qu'on peut avoir avec les jeunes qu'on accompagne. Voilà, pour l'instant, sur le côté violence, nous, voilà, à part oui, des connaissances un peu sur tout ce qui est association de lutte contre les violences sexuelles et morales, pour l'instant, on n'a pas encore dû orienter en tout cas des jeunes vers ce dispositif. Très bien. On a 2 questions du public que je n'ai pas prises précédemment. Mais dont une, je pense qu'il pourrait revenir sur la question des stéréotypes qu'on a abordés tout à l'heure. La question, c'était: les stéréotypes autour de l'homosexualité dans le sport féminin serait-il un frein, notamment au sport de haut niveau? Donc on a abordé cette question et c'était notamment présent dans le documentaire qu'on a vu juste avant, cette question de « Ah, vous faites un sport de garçon, forcément, vous devez être homosexuel ». Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous observez dans votre pratique en tant qu'athlète ou qu'entraîneur, ces stéréotypes-là, est-ce qu'ils reviennent Peut-être Néfer aussi. En fait, il y a des vrais stéréotypes sur la masculinité. En fait, dès qu'une sportive fait du sport de haut niveau, on va forcément associer son corps à un corps d'homme, et donc nécessairement, ça peut inquiéter les parents, voilà, parfois sur l'orientation sexuelle. Donc, je dirais que c'est plutôt, c'est assez, enfin, ça a été dit dans le documentaire. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que quand on est sportive, on n'a pas envie nécessairement d'être réduite à notre genre, donc à être réduite au fait d'être une femme ou à cette fragilité qu'on nous renvoie dans la société. Et en même temps, on a ce besoin aussi parfois d'être bien avec nous-mêmes et notre féminité. Et donc, je ne dirais pas que c'est nécessairement lié à l'orientation sexuelle, si ce n'est sur certains sports dits masculins encore aujourd'hui, parce qu'on considère que le foot c'est un sport de garçons, on considère que le rugby aussi, que la boxe aussi. Mais c'est vrai que c'est par rapport au regard que la société peut porter sur des sportifs qui ne sont pas suffisamment féminines. Et donc les critiques on doit un peu voilà, qu'on nous porte parce qu'on va aller chercher de l'excellence et du haut niveau. Et donc c'est aussi important que des sportifs prennent la parole déjà pour dire que en fait on peut faire le sport qu'on veut et c'est pas ça qui influe l'orientation sexuelle qu'on peut avoir, qu'on peut être très masculine parce que en fait on fait un sport où on va chercher des niveaux de performance qui nécessitent qu'on soit musclé, qui nécessitent qu'on ait plus de force, plus d'endurance et qu'on vit très bien avec et que ça ne remet pas du tout en question notre féminité et qu'on peut être sportif de très haut niveau et être des femmes accomplies, des femmes qui ont des projets de famille ou pas, parce que là aussi se pose la question de est-ce que vous devez avoir des enfants ou pas des enfants. Ça, c'est des questions qu'on pose souvent à des sportives et qu'on pose jamais à des sportifs qui peuvent être absents 10 mois de l'année sans que personne se soucie de l'équilibre de leur enfant, alors qu'on va vite le reprocher à des femmes. Et donc, c'est aussi de déconstruire un peu ces stéréotypes en disant qu'on a le droit d'avoir des objectifs, on a le droit aussi d'avoir un corps qui va être façonné pour la compétition. Et que ça ne présume en rien du tout sur ce qu'on veut faire de notre vie. Mais de toute façon, je pense que ça, c'est un jugement qu'on a beaucoup envers les femmes, parce que quelque part on sort d'un cadre qu'on nous fixe, hein, c'est-à-dire que on sort du fait d'avoir cette trajectoire où il faut faire du sport parce que c'est bien pour son corps, mais pas non plus aller chercher des sommets de performance, et qu'il faut qu'on reste sagement aussi à notre place sans non plus avoir trop d'ambition. Donc ça remet plus en avant, je pense, la perception de la femme dans la société, et que finalement nous en tant que sportives. Et donc c'est vrai que quand on est sportive, à un moment donné, il y a cette question de on va plus nous pousser vers les études en se disant le sport c'est pas non plus fait pour les femmes, et en tout cas il y a plus d'incertitudes.
que pour nos homologues masculins, mais je pense que il faudrait aussi pousser nos homologues masculins à favoriser le sport-études pendant la carrière, parce que du coup ça leur permet aussi d'être plus confort en fin de carrière aussi. Et donc moi je dirais que on est des femmes avec parfois moi plus jeune, j'ai des trapèzes, ça se voit pas trop, et donc on peut nous appeler monsieur parce qu'on est un peu carré et autres. Mais bon, la réalité, c'est qu'on reste des femmes et qu'il faut être à l'aise avec ça. Du coup, concernant la question de l'homosexualité, c'est quelque chose qui peut revenir quand on pratique du football, effectivement. Après, je pense que c'est une question aussi de confiance en soi. Dans un cas ou dans l'autre, hein. Effectivement, si on est homosexuel ou si on ne l'est pas, c'est quelque chose vraiment sur lequel il ne faut pas s'attarder. Parce que l'essentiel dans tout ça, c'est la pratique avant tout. Du coup, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en sa pratique, il faut savoir pourquoi on pratique ce sport. Et je pense que les avis des uns et des autres, il faut les laisser un petit peu sur le côté. De toute façon, dans tous les domaines de la vie, que ce soit académique ou autre, on aura toujours les remarques et les suggestions des uns des autres. Et c'est là où notre confiance en soi doit primer sur le reste. On peut entendre tous ces avis, mais ce n'est pas des choses qui doivent nous bloquer ou nous empêcher. Et ne pas négliger le sport, mais ne pas négliger les études aussi. Parce que le sport permet beaucoup de bonnes choses, que ce soit au niveau de la circulation du sang, que ce soit au niveau du cérébral, au niveau du cerveau, au niveau de tout un tas de choses. Et ça peut aussi faire en sorte qu'après, dans les cours, dans les études, on est plus performant, on somnole moins parce que le corps est actif. Et faire du sport, ça dégage beaucoup d'enzymes que souvent on néglige, qu'on oublie. Et oui, c'est une très bonne réforme. C'est un peu aussi ce qui se fait aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils excellent dans beaucoup de domaines. Moi, si je peux rebondir, c'est vrai que ce serait un idéal, parce que je pense que la question, c'est est-ce qu'on est favorable autour de la table sur ces sujets-là. La difficulté qu'on a, c'est vraiment la place du sport en France, et comment c'est perçu, et les moyens qu'on y met. Pour information, le budget alloué au sport post-JO a été réduit. Donc il faut se dire qu'on a moins de moyens pour le sport que pendant la période des Jeux Olympiques. Et donc on revient encore sur ce sujet du sport qui est nécessaire, mais qui est quand même accessoire, en tout cas du point de vue de certaines élites politiques, si je puis dire. Et donc le combat, il est vraiment sur comment est-ce qu'on en parle et comment est-ce qu'on milite pour obtenir ça. La question, c'est que je pense que quand on est dans le milieu du sport et qu'on voit ce que ça apporte à la fois sur le bien-être mental, physique, sur les expertises à la fois en termes de savoir-être, de savoir-faire que ça peut apporter à énormément de personnes. On a aussi parlé de la confiance en soi, on a parlé d'épanouissement. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire tout ça. Maintenant, sur les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, et en tout cas sur lesquels les politiques en majorité ne sont pas d'accord, c'est l'investissement qui est nécessaire à ce sport. On parle beaucoup du sport de haut niveau et on l'oppose en fait un peu au sport pour tous. Moi j'aime rappeler que les sportifs de haut niveau sont quand même généralement et globalement issus de clubs et donc sont issus de personnes, de clubs, de structures, de bénévoles, d'associations, de personnes qui donnent beaucoup de leur temps. Et donc, on ne peut pas opposer les deux. Ce qu'il faut, c'est vraiment donner plus de moyens. Et c'est aussi que nous, sportifs, mais pas que les sportifs, qu'on ait aussi des présidents de clubs, que l'on ait aussi, vous avez un certain nombre de syndicats, notamment au niveau de l'EPS, le SNEP-FSU, qui prend la parole sur ces différents sujets pour militer, pour qu'on ait déjà 4 heures de PS et qu'on ait un budget au niveau du sport qui soit plutôt des 1% et pas aux 0,2% qu'on avait jusqu'à présent. Et il faut en fait militer pour ça. Et donc ça ne se fera pas tout seul pour qu'on arrive à un système, on va dire, proche du système allemand ou voire même anglo-saxon, tout simplement que l'on voit, et ça marche. C'est qu'il faut être d'accord pour investir.
et être convaincu aussi de l'apport du sport. Et donc, moi, j'en suis convaincu. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on aille convaincre un certain nombre de personnes qui sont en mesure de prendre ces décisions-là et de faire en sorte qu'on donne une place beaucoup plus importante au sport. Et par exemple, on cite beaucoup les acteurs de la culture. Dès qu'on parle, dans ce pays, on parle de mobilisation, on va parler des enseignants, on va parler des personnes du monde de la culture. On cite très peu le monde du sport. Et donc aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est se battre contre ces a priori qui considèrent que le sport c'est sympa, mais c'est pas indispensable. Du coup, peut-être pour rebondir, excusez-moi. Du coup, oui, moi je suis favorable aussi. Hein. Enfin, je pense que le sport, ça fait consensus pour tout le monde. Moi, je trouve qu'en plus, le sport, du coup, les valeurs du sport permettent de réduire aussi les inégalités, que ça peut être les inégalités scolaires ou sociales. En fait, bon, par exemple, je sais pas pourquoi, je pense à un projet qu'on a fait là pendant les Jeux Olympiques avec l'association de sport dans la ville. En fait, on a fait venir plein de jeunes qui étaient issus de plusieurs pays différents, ou avec des jeunes, par exemple, qui venaient des États-Unis, pour qui, en fait, eux, le sport, c'était vraiment un vecteur pour eux d'émancipation aussi sociale. Et en fait, s'ils n'avaient pas le sport, en fait, clairement, ils n'auraient pas pu intégrer des grandes écoles. Après, bon, c'est pas forcément pour prôner le modèle anglo-saxon, mais c'est vrai qu'il y a quand même des pays où le sport vraiment peut permettre d'intégrer clairement des grandes écoles, de pouvoir s'émanciper, alors que c'est peut-être pas encore le cas en France, mais effectivement, oui, je trouve que pour accompagner des jeunes qui sont essentiellement scolarisés, quand je vois que maintenant, dès la troisième, on est sur des horaires où on fait du 8h30, 18h, je pense pas que ça va aider forcément le décrochage scolaire et le fait d'aider des générations futures à se sentir bien et prévenir tout ce qui est santé mentale et l'équilibre. Voilà, bon, après, c'est sûr que moi, si je pouvais, si j'aurais pu signer cette réforme, moi, je le ferais volontiers. Du coup, c'est une mesure pour laquelle je serais également favorable. Il y a quelque chose aussi à prendre en considération, c'est le coût de la pratique sportive. On a quand même, par exemple, une licence de foot qui peut coûter entre 100 et 250 euros dans certains clubs. Donc c'est un coût qui est non négligeable. Surtout si les parents ne voient pas forcément l'intérêt de cette pratique, notamment pour les jeunes filles. Du coup, pratiquer du sport tous les après-midi à l'école, ce serait déjà insérer du sport de façon gratuite avec un certain encadrement. Et c'est aussi lutter contre, par exemple, l'obésité ou le surpoids chez les enfants, mais également contre la sédentarité, parce que c'est un sujet qui est très négligé, mais la sédentarité peut causer des dommages, en tout cas sur notre santé. Et en termes d'épanouissement également des enfants, c'est quelque chose qui pourrait être bien, se voir dans un autre cadre que le cadre scolaire, assis, chacun dans son coin. Ça permet, notamment pour les sports collectifs, de renforcer l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment une mesure qui serait favorable à l'ensemble des élèves. Ça, j'ai pas de doute dessus. On a un panel convaincu, quoi, globalement, que ce serait pas mal de mettre plus de sport dans le milieu éducatif. J'avais une toute dernière question, mais peut-être avant, laisser la parole au public, s'il y a des questions qui n'ont pas été posées. Rapidement. D'échange. Je voulais juste rebondir un peu sur un peu tout ce qu'on s'est dit autour de la pratique féminine, où je pense qu'il y a beaucoup d'aspects. On parle beaucoup de la pratique sportive, donc très axée sur la performance, et je pense que ça c'est vraiment un phénomène, on va pas dire naissant, mais qui est de plus en plus visible chez les femmes, mais
on note en tout cas que le public féminin, c'est un public qui vient vers l'activité l'activité physique un peu plus tardivement. Notamment, donc, je suis chargé de la maison sport santé de la ville de Villiers. On a un public qui est très féminin, donc c'est un public passé de les 40 ans vers la soixantaine. On est vraiment sur une pratique autour de l'activité physique adaptée et sur des notions de santé, alors que le public masculin, c'est pas forcément un public qui est très attiré par ce type de pratique. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup sur des réflexions sur les femmes qui ne font pas de sport, ou qui font très peu de sport, ou qui ne trouvent pas leur place dans ce monde du sport, mais je pense qu'il faut les chercher autre part et qu'on les trouve. On a aussi notamment l'exemple des salles de sport, où on a ce phénomène de plus en plus de salles de sport avec des espaces totalement dédiés aux femmes qui viennent aussi, mais qui sont sur une pratique plus de loisirs ou de santé. Je pense que c'est aussi un sentiment de beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas forcément dans la pratique sportive en club, où on est beaucoup axé autour de la performance, alors que certaines, pour certaines, qui ont cette volonté d'aller vers la compétition, et on a d'autres qui, au contraire, sont vraiment sur du sport plaisir. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, en fait, on a beaucoup de femmes qui vont plutôt sur un volet loisir parce qu'elles sont en manque de confiance en elles, sur le fait qu'elles puissent faire de la compétition. Et qui, voilà, vous l'avez dit, hein, plutôt 50, 60 ans, une fois que les enfants sont un peu plus grands, qui se disent, elles se disent, bon, bah maintenant j'ai un peu de temps pour moi et j'ai envie de passer un moment sympa. Et donc après, moi je pense que c'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y en a qui... le haut niveau, c'est pas nécessairement aller au JO. Faire de la compétition, ça peut être faire des compétitions avec d'autres équipes locales, passer un moment très sympa. Nous, dans le 18e, on a un club de foot qui a ouvert une section parce qu'en fait, il y a des mamans qui accompagnaient leurs enfants au foot, et en fait, elles avaient envie de faire du foot. Et franchement, quand elles font les entraînements, alors c'est censé être du loisir, elles sont à fond. Comment est-ce qu'on les fait venir aussi ? Parce que très souvent, il y a eu une coupure très longue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui faisaient du sport quand elles étaient très jeunes, et après, elles ont été mamans, et puis elles n'ont pas fait de sport pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est vrai que quand on reprend et qu'on n'est pas bien accompagné, on se fait tout de suite mal. Et donc le fait de se faire mal, ça décourage aussi. Et ça se dit, et du coup, elles vont se dire, le sport, c'est plus temps pour moi. Si je fais du sport, je vais me faire mal ici ou là. Je vais mettre plusieurs jours pour récupérer. Et donc elles vont plus être sur moi je veux quelque chose de très calme, très doux. Et donc je pense que ça, c'est aussi comment est-ce qu'on accompagne des femmes qui parfois ont eu des enfants et n'ont pas fait du tout de rééducation. Des femmes qui vont revenir et qui sont aussi sur des souvenirs anciens. Mais ça, c'est pareil aussi pour les hommes. C'est-à-dire que quand on a 20 ans et qu'on fait du sport, on a aussi une mémoire musculaire. Et dans notre tête, on se souvient d'une certaine époque, mais sauf qu'on n'a pas tout à fait le même corps là à l'instant, et donc en fait on peut avoir tendance à pousser le corps trop loin et de se faire très mal. Et donc il y a aussi ça, de se dire en fait il faut y aller étape par étape, et même si je sais pas, il y a eu une époque vous faisiez je ne sais combien de tours en 30 minutes, et peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire beaucoup moins de tours, mais c'est pas grave, faut le faire progressivement. Donc moi je pense qu'il y a vraiment cette notion de comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui ont fait beaucoup de sport très jeunes, qui ont arrêté très longtemps, et qui en fait ont un peu de l'appréhension aussi à reprendre. Parce que même moi, je fais du haut niveau, mais je vais pas m'entraîner comme je m'entraînais il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Il y a vraiment ce côté de comment est-ce qu'on accompagne le corps aussi qui évolue, et qu'on prend en compte aussi la nécessité d'avoir plus besoin de récupération. Parce que en fait le corps il évolue, il récupère moins bien et autres, et que c'est pas grave en fait, mais ça s'accompagne. Et donc je pense que ça c'est souvent dans les clubs ou dans les structures, on essaye d'entraîner tout le monde pareil, et en fait on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas la même disponibilité mentale. Dans le sport, moi en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas dans le sport, mais de compétition ou pas de compétition, c'est qu'on a tendance à avoir un programme pour tout le monde. Il y a 20 personnes, et puis en fait, on n'individualise pas suffisamment, et donc on perd des gens.
Et ceux qui restent, c'est ceux qui sont effectivement les plus motivés, mais aussi qui s'y retrouvent le mieux. Et ça ne veut pas dire que les autres sont moins déterminés, ça veut juste dire que ça leur convient. Et donc il y a vraiment cette nécessité aussi de poser des questions, de ce que la personne vient chercher, où elle en est, comment se passe sa vie en dehors. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important aussi de parler effectivement de l'alimentation, mais aussi de l'aspect mental. Moi je pense que le sport, ça permet, par les endorphines, ça permet d'arriver à un certain bien-être, mais ça ne remplace pas non plus les besoins qu'on peut avoir, ne serait-ce que d'aller voir un psy, parce qu'on a besoin de trouver un équilibre dans sa vie. Et je pense que aujourd'hui, on en parle de manière moins taboue dans le sport, de se dire que pour aussi aller chercher des niveaux de performance très très forts, être accompagné par un psychologue, c'est aussi intéressant et c'est important. Lorsqu'une personne vient vous voir pour faire du sport, ce qui est très important, c'est d'abord de discuter avec cette personne, c'est-à-dire comprendre, savoir pourquoi cette personne veut faire du sport. Et après, à partir de là, dans les échanges, vous voyez quel type de séance vous pouvez lui adapter, parce que là, des fois, les gens ils vont venir, ils vont dire « Ouais, moi, je veux faire de la compète ». Donc là, vous allez la préparer comme un compétiteur ou comme une compétitrice. La personne va vous dire « Non, moi, je viens juste pour perdre du poids ». Donc là, vous allez vraiment lui faire une alimentation adaptée, avec des cours adaptés pour perdre du poids. Là, la personne va dire « Non, c'est juste pour mon bien-être ». Donc là, vous allez lui adapter des séances juste pour que la personne soit bien, que lorsqu'elle rentre chez elle, elle se sente bien. Donc c'est tout ce que je voulais rajouter. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, comme le disait ma voisine, souvent les gens viennent, s'inscrivent. Ok, d'accord, on fait des séances de sport. J'ai un groupe, tu intègres le groupe. Et on fait le même programme pour tout le monde. Alors que la personne n'a pas forcément le même besoin. La personne n'a pas forcément le même train de vie, n'a pas forcément la même capacité de récupération ou comment dire, de renforcement ou autre. Donc c'est important il faut vraiment utiliser tous ces facteurs-là. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, mais ouais, moi je trouve que c'est important, quand on parle de sport, c'est de toujours parler des valeurs du sport et en fait aussi moi quand on sépare le sport loisir du sport compétition, moi je pense que on peut pas faire que du sport loisir, on peut pas faire que du sport compétition. Pour moi là en sport dans la ville, nous par exemple notre créneau c'est quand même de faire du sport loisir, mais effectivement si on ferait pas des petites compétitions pendant les vacances scolaires interquartier, interville, je pense que les gens se lasseraient aussi. Mais après je trouve que ce qui est important c'est de toujours rappeler que le sport, c'est transmettre quand même les valeurs, que les exercices qu'on fait pour travailler la performance, aussi on travaille la performance, mais parce que on travaille l'esprit d'équipe, on travaille la communication, on travaille l'insertion et de la confiance en soi, de l'épanouissement personnel. Par exemple, moi je travaille dans la partie de l'insertion professionnelle, en fait, donc du coup, moi mon but c'est que quand un jeune il me dit ouais je fais du sport, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir des qualités, je lui dire en fait si, en fait quand tu fais du sport, tu travailles ton esprit d'équipe, tu travailles ton... Et du coup essayer de... même plus, parce que des fois on pense que quand on fait du sport loisir ou pas du sport de compétition, en fait on développe pas forcément de qualité, alors que si, du coup, donc rappeler à chaque fois que travailler sur cette pédagogie-là, ça je pense que ça passe par les entraînements, en rappelant que à chaque fois qu'on fait des exercices, faire prendre conscience en fait de pourquoi on le fait. Du coup, pour répondre à l'intervenant, je pense aussi que quand on a des responsabilités sportives comme les vôtres, il ne faut pas hésiter également à aller chercher un certain public. Par exemple, si c'est des femmes plus jeunes ou autres, ou aller les chercher sur de la compétition, alors qu'elles sont plus sur un aspect loisir ou salle de sport ou quelque chose de tranquille. Parce que tant qu'en soi on n'a pas fait quelque chose, on ne le sait pas forcément. Et justement, avec votre rôle et vos responsabilités, vous êtes plus à même de leur expliquer, de les amener vers ça. Parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai commencé le foot très tardivement, j'avais déjà 14 ans. Ça s'est vraiment fait par pur hasard, parce que j'ai un prof de sport qui, à un moment, au collège, m'a proposé de rejoindre l'équipe. J'ai essayé, ça m'a plu, et ça fait pratiquement, ça va bientôt faire 15 ans que je pratique maintenant le football, mais ça s'est fait parce qu'on m'a proposé et qu'on m'a soumis l'idée, mais de moi-même, je me serais jamais intéressé à ce sport-là et encore moins à la compétition. Du coup, à votre avis, en une phrase, quelle est la priorité pour favoriser une pratique égalitaire du sport ? Est-ce que vous arrivez à dégager une priorité, une chose qu'on pourrait faire de façon plus ou moins immédiate ?
légitimer et donner confiance aux jeunes filles et aux femmes. Plus de visibilité médiatique et plus de moyens financiers. Plus de structures adaptées. Oui, la parole des femmes, la médiatisation des femmes sportives et voilà. Et puis après, je pense que c'est par la médiatisation en tout cas qu'après on arrivera à développer les pratiques sportives. On rappelle une phrase. Une bonne phrase. En tout cas, merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été présents.